Précieuse femme de valeur, précieux homme de valeur, bienvenue au talk show du Leadership Excellence pour femmes par femme. Pour la diaspora femme africaine, nous sommes un pont entre nos pays d'origine et nos pays d'accueil. Que nous soyons des exemples pour eux. When did the domestic violence started in your marriage? Immediately. Non, on pensait que c'était une Américaine qui allait venir. Quand vous apprenez une langue, ça ne vous fait pas oublier l'autre langue. Parce que quand je veux sortir les plans de mes clients, Oui. ils pourront aussi me demander de faire le bâtiment. Then I got better on my paid software, so I got more clients and they offered to pay more. Elles aussi, elles ont envie de poster quelque chose à propos d'elles-mêmes. Leadership Excellence for Women nous a dit qu'elle voulait participer, elle voulait nous assister vis-à-vis de tout ce qu'on fait. Comment démystifier certains mythes sur l'augmentation de salaire et la promotion? Quand on a envie de s'accomplir dans un domaine et qu'on se donne les moyens de le faire, on y arrive. Leadership Excellence pour femmes par femme. Précieux homme de valeur, précieuse femme de valeur, bonjour et encore une fois de plus, bienvenue sur le plateau de Leadership Excellence pour femmes par femme. Bonne fête des mamans, puisque c'est la fête des mamans aujourd'hui en Afrique et en Europe. Nous, en Amérique du Nord, nous avons célébré notre fête des mamans le 8 mai passé, mais ça nous donne encore l'opportunité de fêter avec nos familles, nos mamans, nos sœurs en Afrique et en Europe. Nous convenons tous que lorsque nous parlons de fête des mamans, la plupart du temps, toutes les pensées se visent vers les mamans qui ont des enfants. Et bien vrai que ce soit une opportunité de célébration, c'est aussi une opportunité de douleur pour une autre tranche de notre société. Et quand je dis de notre société, je vais vraiment me focaliser aujourd'hui sur la société africaine. Cette tranche de cette société africaine, notamment, je veux parler des célibataires, des femmes et aussi des hommes, bien entendu, sans enfants, mariés sans enfants, qui, à chaque fête des mères, se sentent stigmatisés, se sentent rejetés, se voient encore jugés et indexés par la société. Et le choix de ce thème n'est pas fortuit parce que moi-même, j'ai vécu cela, où j'ai été célibataire pendant 37 ans, ce qui n'est pas commun dans notre société africaine, ce qui est inconcevable dans notre société africaine, ce qui amène les jugements dans notre société africaine. Et ensuite, après me marier, ça a été une traversée du désert pour avoir des enfants. Une traversée où j'ai perdu 4 bébés. Et c'est en mémoire justement de ces temps de douleur, en mémoire de ces années de célibat, où j'ai été jugée, j'ai été conseillée, mais je dirais en fait mal conseillée parce que ces personnes qui me donnaient ces conseils, c'est vrai que c'était de bon augure, mais ça faisait mal. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, pendant que toute l'Afrique et l'Europe célèbrent les mamans, l'ONG Leadership Excellence par Femme pour Femme, qui est une ONG en fait inclusive, qui est une ONG en fait qui veut vraiment se focaliser sur la tranche de société qui en général est oubliée, est jugée, est mal compris. Et c'est pour cela que ce matin, nous sommes là pour parler d'une thématique qui risque de choquer, mais qui est nécessaire. Femmes célibataires ou épouses sans enfants, dit non au jugement accusateur et injuste dans nos sociétés africaines. Et aujourd'hui, nous avons une femme exceptionnelle, une femme de valeur, une femme que je connais en fait à travers les réseaux sociaux et que j'ai pris le temps d'observer,
d'analyser ses propos très pertinents, sa position très pertinente concernant justement cette tranche de la société qui est marginalisée, notamment les femmes célibataires, la femme en général, et qui est très connue à travers ses luttes pour les droits du genre. Je vais parler de notre très chère Maimouna Diankouda. Maimouna, comment vous allez? Bonjour. Bonjour Djenebou, je vais très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Vous êtes toute belle. Merci beaucoup. Et je tiens vraiment à vous remercier de prendre le temps. Je sais que vous avez un calendrier qui est très, très busy. Donc, nous tenons vraiment à vous dire merci pour votre disponibilité d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Dans quelques minutes, je vous présenterai notre invité d'aujourd'hui, mais je vais juste vous donner en fait la ligne de notre discussion d'aujourd'hui. En première partie, nous allons parler de cette problématique que les femmes célibataires et les épouses sans enfants vivent dans nos sociétés africaines. Et nous verrons aussi une petite présentation de notre invité du jour. Ensuite, en première partie, nous parlerons du jugement accusateur et injuste dans nos sociétés vis-à-vis des femmes célibataires et ensuite vis-à-vis des épouses sans enfants. Et en deuxième partie, nous parlerons des conséquences parce que ce soit par ignorance ou par mépris ou consciemment, ce jugement accusateur et injuste a des conséquences au niveau des célibataires et des épouses sans enfants. Et enfin, nous parlerons des réalités des célibataires et des épouses sans enfants. En conclusion, je vous lirai un petit poème que j'ai écrit pour les célibataires et les femmes. Bonjour, je suis Maimouna Diankouda Dambélé, directrice pays du Centre d'études et de coopération internationale. Je suis juriste de formation et je travaille dans le milieu des ONG sur les questions de droits humains, droits des femmes, autonomisation des femmes depuis 12 ans maintenant. Une femme qui m'inspire énormément est Keïta Mariam Touré. C'est une Malienne et je l'admire pour sa constance, son militantisme et son engagement pour les questions de droits humains. Ce que je considère comme ma plus grande réussite, c'est le fait d'avoir contribué à mettre en place des groupes de jeunes femmes, que ce soit ici à Bamako ou en milieu rural, des groupes d'action qui travaillent, qui œuvrent à changer leur propre destinée. J'apprécie énormément Mariam Abba. J'aime beaucoup son style d'écriture et elle raconte les histoires comme moi, je le ferais bien. Je m'identifie à Sira Diop. C'est une Malienne féministe et je pense qu'il fallait vraiment beaucoup de courage pour relever les défis et aborder les sujets qu'elle a su aborder en son temps. Grand pouvoir, grande responsabilité. Devise personnelle, briller, 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 briller. Résilience, ce sera courage et ce sera abnégation. Voilà. Je pense que nous avons tous maintenant une idée de notre cher invité du jour, Maimouna Diankouda. Maimouna, encore une fois de plus, bonjour. Bonjour Djenebou. Pourquoi tu ne te maries pas? Ou qu'attendez-vous pour vous marier? Maimouna, en tant que célibataire, à quelle fréquence entendez-vous cette question qui, en fait, transgresse à la longue votre intimité de femme? Merci beaucoup, Djenebou, pour cette question. Déjà, je ne suis pas porte-parole des femmes célibataires, mais je partagerai mon expérience et je pense que les vécus sont similaires parce que nous recevons les mêmes remarques, nous recevons parfois désobligeantes, nous recevons les mêmes interventions des personnes dans notre vie privée quotidienne et quel que soit en fait
nos propres ambitions pour nous, je pense que quelque part, il y a un problème, quel que soit ce qu'on veut. Alors, pourquoi tu ne te maries pas? Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Comment une si belle femme peut être encore célibataire? Je pourrais dire que c'est quotidien, mais c'est plus que ça parce qu'on l'entend plusieurs fois par jour. Et on l'entend un peu partout. On l'entend de personnes qui nous sont intimes, comme les amis, la famille. On l'entend de personnes qui nous sont moins proches, comme les collègues au bureau. On l'entend de parfaits inconnus qu'on rencontre dans la rue et qui nous demandent, c'est Madame Maïmouna Dembélé. Maïmouna Dembélé, votre nom d'épouse, il n'y en a pas encore. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que vous n'êtes pas marié? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on entend au quotidien. Finalement, ça remplace la phrase « Comment vas-tu? Comment vont tes affaires ?» Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup entendre. Mais en lieu et place, c'est « Quand est-ce que tu te maries? Pourquoi tu n'es toujours pas marié? » Et comment est-ce que vous gérez cette pression constante, Maïmouna? Parce qu'en fait, ça devient une pression constante, comme vous venez de le dire. Si c'est une fois en passant, mais à longueur de journée, et même des gens qui techniquement n'ont aucun droit de vous poser ce genre de questions, mais qui se le permettent quand même, ça devient une pression. Et à la longue, quelle que soit la patience qu'on a ou la bienveillance qu'on exprime, à un moment, quand même, on peut flipper. Donc, on aimerait savoir comment est-ce que vous, à votre niveau, vous gérez cette pression constante. C'est vrai que c'est une pression. C'est une pression et parfois, on a l'impression que c'est tout ce que les gens attendent de nous et que en tant qu'être humain, nous ne sommes pas entières, nous ne sommes pas complètes et qu'il y a comme quelque chose qui nous manque et qu'il faudrait rajouter. Et comme je le disais, je pense que les jeunes femmes qui sont célibataires, il y en a qui ne veulent pas se marier et c'est leur droit. Et quand on leur pose cette question, c'est une pression dans la mesure où tu n'envisages pas quelque chose et on te l'expose comme le meilleur modèle, le meilleur système au quotidien et le fait de ne pas répondre à ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas complet, comme je le disais. Puis, il y a toutes ces jeunes femmes qui souhaitent réellement se marier, qui le veulent de toute leur force, mais qui ne sont pas mariées. Et le fait qu'on te le dise tous les jours, c'est comme si tu n'arrivais pas à atteindre un objectif que tu t'es fixé, tu n'arrivais pas à réaliser quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Et je pense que dans les deux cas, c'est vraiment désobligeant. Alors, au début, moi, je réagissais toujours et je disais, mais pourquoi ça ne te regarde pas, c'est pas ton problème. Mais je pense aussi qu'avec le temps, on gagne de la maturité et j'ai compris que ce n'est pas toujours méchant et que leur modèle de réussite sociale, c'est une jeune femme qui est mariée et qui a des enfants. Ça peut être une partie du modèle de réussite sociale que je connais, mais pas le tout. Mais je me dis que ce ne sont pas des personnes méchantes, mais ce sont des personnes qui pensent être bienveillantes en nous souhaitant leur perception du modèle de réussite sociale. Et donc, maintenant, quand on le dit, j'en ris, je plaisante avec et je leur dis, tu sais, ça me fera aussi plaisir que tu me demandes comment je vais, comment ça va au travail, comment vont mes initiatives, comment je me sens en tant qu'être humain, au lieu de me rappeler constamment que je suis une personne incomplète parce qu'il y a un homme qui ne m'a pas encore épousée. Donc, la gestion peut être vraiment difficile, dépendre d'une personne à une autre. Mais moi, vraiment, depuis un moment, je fais cette analyse que ce n'est pas vraiment méchant et que pour eux, c'est la meilleure chose qu'ils puissent souhaiter pour leurs sœurs, leurs filles, pour leurs nièces, pour leurs amis et qu'ils ne se rendent pas forcément compte que c'est une pression qu'ils mettent. Et ça, c'est une discussion qu'on peut avoir et leur faire comprendre sans pour autant se braquer, à mon avis. Vous savez, quand vous parliez, c'est comme si, en fait, vous parliez un peu de ma vie passée quand j'étais célibataire, parce que c'est vraiment difficile. Hein? Et nous allons rentrer dans le détail au fur et à mesure de la discussion, parce que vous avez légèrement touché à ça tout à l'heure. La pression se fait sentir à tous les niveaux. Parlons d'abord de la pression familiale qui se transforme presque en harcèlement
pour les célibataires qui atteignent la trentaine. Maïmouna, quel est votre avis pour ces hommes et ces femmes? Et bien entendu, je veux rappeler aussi à nos précieux hommes de valeur et nos précieuses femmes de valeur, pour ceux qui suivent nos talk shows, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, le leadership au féminin ne peut vraiment se faire sans l'appui de nos chers hommes, de nos chers papas, de nos chers frères, de nos chers oncles, de nos chers maris. C'est vraiment un effort collectif. Et c'est pour cela que nous tenons à rappeler que, bien vrai que la thématique parle de femmes célibataires, nous n'oublions pas aussi les hommes célibataires. Donc, je tiens vraiment à recadrer cela parce que beaucoup aussi, comme vous l'avez dit, hein, il y a aussi des hommes célibataires qui veulent se marier, mais qui n'arrivent pas à trouver la femme qui leur est destinée. Parce qu'en fait, moi, je parle de destinée ici. Je ne parle pas du fait que, bon, il y a eu tellement de pression de la société, de la famille, que finalement, bon, tu prends la première personne qui vient. Non. Nous sommes en train de parler de destinée parce que le mariage en tant que tel, quelle que soit la religion, quelles que soient les sociétés, c'est une institution qui a été créée par Dieu lui-même. Et étant le créateur de l'univers, étant notre créateur, il sait pourquoi est-ce qu'il a institué le mariage. Et donc, quand nous parlons de femmes célibataires, nous n'oublions pas aussi nos précieux hommes de valeur. Donc, je tenais vraiment à préciser cela aujourd'hui. Maïmouna, on observe aussi une forme de pression sociétale où les hommes et les femmes célibataires finissent justement par céder et se marier à la va-vite et sans conviction. Quel est votre avis sur cela? Je pense aussi que la pression est très grande au niveau des hommes parce qu'on estime que quand tu as atteint un certain âge et parfois même sans revenu pour prendre soin d'une famille, tu dois te marier et tu recevras de l'aide de ta famille. Alors, les jeunes hommes qui ont pu s'accomplir professionnellement et donc qui ont un peu de revenus, tout le monde attend d'eux qu'ils se marient, la famille, les amis, et la pression se fait sentir à ce niveau aussi. Et on en rencontre certains qui reçoivent par jour des dizaines de photos de leurs sœurs, de leurs cousines, de leurs tantes qui leur disent « il faut que tu te maries, mais si tu ne te maries pas, enfin… on épousera la femme nous-mêmes et puis tu la retrouveras dans la chambre nuptiale. » Et pour les jeunes femmes, parfois, lorsque tu leur dis « mais nous sommes des croyants, si je ne suis pas encore mariée, c'est que Dieu n'a pas encore pu, alors prier que le mari arrive. » Ça peut les calmer, mais pour les jeunes hommes, ils pensent que le choix, c'est difficile puisque c'est toi qui fais la demande et c'est toi qui épouses. Tu ne veux juste pas. Alors que la femme est plus dans l'attente et tout ça. Et je pense que cette pression quasi constante qui vient te rappeler que tu n'as pas pu accomplir quelque chose. Aujourd'hui, en Afrique, au Mali, même si tu coches toutes les cases que tu as étudiées, tu es une personne indépendante, autonome, exceptionnelle, qui travaille, qui fait des merveilles, qui impacte positivement la vie des autres et qui arrive à s'en sortir, et que tu n'es pas marié, tes parents pensent que tu n'es pas accompli. Et moi, j'ai récemment entendu d'un de mes frères qui disait, tu penses que tu as accompli, tu penses que tu as tout, oui, mais tu n'as rien. Tu n'es rien, tu n'as pas de valeur si tu n'es pas marié. Alors, il est temps que tu cherches un mari maintenant. Et ça, c'est une pression qui est constante. Et soit on est assez fort mentalement pour pouvoir se dire, on sait ce qu'on se veut, et on ne veut pas se précipiter dans un projet juste pour faire plaisir à des gens, alors que c'est notre vie et qu'après la cérémonie de mariage, ces gens ne sont plus là. Soit on a le mental assez fort pour résister et se dire, le mariage, c'est quelque chose qui est important. L'autre personne va jouer un rôle dans ma vie, mais avec ou sans cette personne, je suis un être humain entier et qui vit sa vie. Soit on a cette force mentale, ou on ne l'a pas. Et quand on ne l'a pas, on se retrouve parfois dans des mariages où on n'a pas vu la personne plus de 2 fois avant la cérémonie du mariage. Et les gens se retrouvent dans des difficultés comme ça parce qu'ils ne connaissent pas l'autre personne, ils ne l'aiment pas parfois, ils ont juste fait ça parce qu'il est temps. Et pour les femmes, c'est encore pire parce qu'on te dit,
mais il faut que tu te maries maintenant. Arrête de mettre tes standards hauts pour juste prendre quelqu'un parce que le temps passe, l'horloge biologique joue contre toi. Alors, tu te maries tout de suite pour faire tes enfants, même si ça ne va pas, même s'il ne t'aime pas, même si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas grave. Marie-toi juste pour faire tes enfants. Je trouve que c'est tellement triste. Je trouve que c'est tellement triste d'obliger les gens à se mettre dans une dynamique sociale pareille qui ne leur apporte aucun bien-être, aucun bonheur. C'est vraiment impressionnant à mon avis. Vous savez, Maïmouna, je pense aussi que ce débat est nécessaire. Parce que comme vous l'avez dit, en général, la femme célibataire, et à titre de rappel, hein, pour ceux qui viennent de nous prendre, la thématique d'aujourd'hui, c'est femmes célibataires ou épouses sans enfants, dit non au jugement accusateur et injuste dans notre société africaine. Et quand je parle de société africaine, je ne parle pas seulement du Mali. Hein. Je vais lire quelques témoignages. Nous avons ici Evelyne du Togo, 42 ans, toujours célibataire. Dans mon pays, la pression commence dès la naissance. Quand un bébé de sexe féminin naît dans une famille, les commentaires sont souvent très négatifs, comme si un garçon vaut mieux. Et avant même le mariage, on vit cette pression, surtout lorsque tu veux faire des études supérieures, car ce sont toujours des questions du genre « tes études ne se terminent jamais ?» Une fille n'a pas besoin d'autant de diplômes. Ensuite, dès que tu dépasses la vingtaine, c'est des questions comme « à quand le mariage? Qu'attends-tu? Pourquoi tu fais fuir les hommes? » C'est pire quand tu es l'aîné et qu'à plus de 40 ans comme moi, toutes tes petites sœurs sont mariées. Mais moi, je refuse cette pression à chaque fois qu'on me demande à quand le mariage. Je retorque qu'il faut poser la question au Seigneur ou bien peut-être je ne suis pas venue dans ce monde pour me marier uniquement. Nous avons Yacine du Mali, 34 ans, bon boulot, pas de mari. On formule la question de 1000 manières. T'es marié, j'espère. Je réponds souvent que je ne vais pas m'engager dans un ménage juste pour avoir le titre de madame. Ou bien on te dit, tu commences à prendre de l'âge. Comme vous venez de le dire, Maïmouna, si tu veux avoir des enfants, il faut te marier. Dans le milieu professionnel, c'est aussi pire, je reviendrai à cela tout à l'heure. Nous avons aussi Arthur du Bénin, célibataire sans enfant, qui pense avoir raté sa vie. D'après Arthur, chez eux ici, c'est la pression liée au mariage. À un certain âge, et quand tu es l'aîné, on te demande souvent à quand le mariage. À 25 ans, tu travailles déjà, maman te met la pression pour que tu lui présentes ta future femme. Mes oncles et tantes me demandent souvent, tu vas nous présenter ta femme quand? On te met une pression psychologique pour trouver une petite amie ou une femme. Mais moi, au fond de moi, je me dis que le mariage ne doit pas être juste pour faire plaisir à des parents, mais il faut avoir les moyens de s'occuper d'une femme et de ses enfants. Je pense que vous avez touché à ça tout à l'heure, Maïmouna. Nous avons aussi Marcelin, qui lui, il est du Cameroun, 39 ans, qui est fatigué de cotiser pour les cérémonies familiales. Et là, il dit que dans son pays, au Cameroun, les cérémonies familiales, funérailles, baptême, mariage, communion sont autant d'occasions pour les parents de quémander des sous. Quand on sait qu'en Afrique, un homme qui travaille entretient une dizaine d'autres, ces charges deviennent insupportables quand elles se répètent plusieurs fois durant la même période. Et ça n'incite pas vraiment à pouvoir se marier parce qu'il n'arrive pas à économiser. Donc, je tenais en fait à un peu lire ça pour que nous comprenions que la pression n'est pas seulement au Mali. C'est vraiment partout en Afrique. Et d'après les témoignages que je viens de lire, ce ne sont pas uniquement les femmes célibataires qui vivent cela. Nous voyons que les hommes célibataires aussi traversent cette souffrance parce qu'en réalité, ça devient une souffrance vu que la société te met la pression. On observe aussi une autre forme de pression sociétale où les femmes célibataires doivent rester avec leurs parents jusqu'au mariage. Une jeune fille qui déroge à cette règle ne mérite même pas de considération. Maïmouna, quelle est votre expérience sur ce sujet? Oh,
J'espère que je mérite de la considération malgré que j'ai pris la décision de partir de chez mes parents depuis 2015, donc 7-8 ans maintenant. Et ce n'était pas facile au début parce que c'est beaucoup de discussions et ta famille s'inquiète pour et on s'inquiète pour le regard que la société peut poser sur toi. Parce qu'on considère qu'une jeune fille qui n'est pas mariée ne doit pas vivre seule parce que dans notre construction sociale, une femme doit toujours être sous la surveillance d'un homme. Donc, c'est d'abord ton père, et après ton père, ça doit être ton mari, et après ton mari, même pour celles qui sont âgées, c'est ton fils. Donc, il y a toujours un tuteur qui prend soin de toi et qui s'occupe de toi. Ça, c'est comment notre société est organisée. Et les jeunes femmes elles-mêmes ne sont pas, ne prennent pas la décision de partir, même si elles en ont envie, parce que toute notre vie, on nous a appris qu'il fallait qu'on se marie à un certain âge. Déjà, quand on est tout petit, on dit à nos frères, ah, il faut que toi, tu travailles, tu es un homme, tu vas prendre une famille en charge, mais ta sœur, elle, c'est un homme qui la prendra en charge. Et donc, notre principal objectif, bien avant même de trouver les moyens de nous autonomiser, c'est de trouver un mari. C'est d'attacher les meilleures pagnes du village, c'est se faire joli pour trouver le mari, parce que ça, c'est notre projet de vie. Projet de vie qui a vraiment du sens. Et donc, les gens, les jeunes femmes ne sont pas vraiment dans cette dynamique et les familles non plus. Lorsque moi, j'ai décidé de partir, des membres de ma famille ou des proches les plus ouverts d'esprit, les plus instruits, qui ont voyagé à travers le monde, avaient peur. Et ils réagissaient toujours en me disant, Mouna, ne va pas vivre seule. Notre société est vraiment dure avec les femmes. Et si tu vas vivre seule, on pensera que tu n'es pas une personne de bonnes mœurs et que tu ne viens pas d'une bonne famille et aucune famille ne voudra pas de toi comme belle-fille. Les gens vont t'indexer et les gens vont te traiter de beaucoup de choses. Alors, s'il te plaît, ne pars pas. Et on a eu beaucoup de discussions, mais à la fin, je me suis dit, je pars. Parce que jusque-là, tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas, si tu pars, tu vas beaucoup nous manquer. Ah, ta chambre sera vide. Ça m'aurait tellement touchée. Mais tout ce qu'on me dit, c'est ce que la société va penser. Et moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas tuer les individus au profit de la communauté. Sinon, finalement, nous allons être des personnes frustrées, des personnes aigries, entre guillemets, et qui ne peuvent pas s'épanouir individuellement. Et donc, collectivement, nous ne pouvons rien construire de beau, nous ne pouvons rien construire de potable. Et ma famille n'avait pas tort, je le reconnais. Je le reconnais régulièrement et je le dis aux gens. Ma famille n'avait pas tort d'avoir. Parce que je suis partie et je fais face à ces critiques, à ces accusations au quotidien. Et parfois, des gens, beaucoup de gens qui ne te connaissent pas souvent disent « Ah, tu n'as pas vu, elle vit seule, elle vit dans sa maison, elle a une voiture, elle voyage énormément. » Et donc, du coup, la conclusion, c'est « Oh mon Dieu, elle se fait prendre en charge par des hommes. » Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'une jeune femme puisse travailler et s'offrir tout ça. Et je ne réagis pas, je ne parle plus parce que je me dis, c'est bien que les gens passent par ces étapes. Parce qu'ils vont faire toutes ces accusations et à un moment, ils vont s'arrêter et dire, oh zut, mais elle travaille. Et là, ils vont se dire, mais en fait, peut-être qu'elle s'offre tout ça avec son salaire. Et je l'ai justement dit à une connaissance qui m'a dit, ah, tu sais, j'ai entendu des choses sur toi à Bamako, il paraît que tu te fais entretenir par les hommes. J'ai vraiment éclaté de rire et je lui ai dit, d'accord, et vous omettez volontairement le fait que je travaille et qu'aujourd'hui, ce que je gagne, ma rémunération, c'est beaucoup plus que ce que ton oncle, le grand frère de ton père qui prend tout votre village en charge, gagne. Mais comme lui, c'est un homme, il peut se le permettre. Et comme moi, je suis une femme, bien que je sois mieux payée que lui, non, il y a forcément des hommes derrière et on te traite de tous les noms. Donc, c'est difficile, il y a toujours des accusations, il y a toujours toi quelque part pour t'indexer. Mais encore une fois, je pense que c'est important d'être assez fort, de savoir ce qu'on se veut et de pouvoir tenir face à ces accusations. Vous savez, je pense que l'histoire de l'humanité l'a prouvé. Hein.
toute personne qui sort de l'ordinaire, toute personne qui décide de sortir des sentiers battus devient un trailblazer, comme on le dit ici aux États-Unis. C'est-à-dire que cette personne, en fait, brise les tabous. Et cela ne va pas sans conséquences. Et c'est de cela que vous êtes en train de parler. Parce qu'effectivement, c'est un tabou. Et tenez-vous bien, moi, ça me fait 20 ans que je suis aux États-Unis. Il y a 15 ans, je me rappelle que je vivais seule dans mon appartement. Et c'était un samedi après-midi, je me rappelle toujours de ça. Je sortais et j'avais mon piano parce que je partais à l'église pour apprendre, je voulais apprendre le piano. Et comme c'était un samedi soir, moi, je sortais et je suis en train de mettre le piano dans ma voiture. Et mon voisin, je ne savais même pas que j'avais un nouveau voisin qui était en haut de moi, il était au balconnet. Donc, il dit, hi, pretty. Je soulève la tête, je dis, hi. Et il commence à causer. Tu vas où là? J'ai dit, je vais à l'église. Oh, mais je te vois avec un piano. J'ai dit, oui, je vais apprendre comment ça s'appelle? Le piano. Donc, il descend, on commence à charrer. J'avais encore un peu de temps, donc ça ne me dérange pas de causer un peu avec lui. Et voilà ce jeune homme que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, un noir américain, qui me dit que j'ai déménagé ici, ça fait maintenant 3 mois. Moi, je ne savais même pas que j'avais un nouveau voisin pour commencer. Mais tenez-vous bien, le monsieur, il avait déjà vu mes habitudes. Parce qu'effectivement, quand je rentrais du travail, je ne sortais plus. Les week-ends, je ne sortais pas, en fait, si ce n'est que pour aller à l'église et puis aller faire des courses et tout. Et comme j'étais jeune, il ne comprenait pas. Et il a eu l'audace de me dire que, mais moi, je n'ai pas de copain. J'ai dit, non. Il dit, mais ça veut dire que quelque chose ne va pas avec toi. Imaginez, hein, nous sommes aux États-Unis. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, quelque chose ne va pas avec moi? Il dit, mais je ne comprends pas. Une jolie fille comme toi, qu'est-ce que tu t'en vas faire à l'église un samedi après-midi pour dire que tu t'en vas jouer au piano? Tu devais être en train de sortir avec ton gars, des trucs comme ça et tout. Et depuis que je suis là, j'ai déménagé, je ne vois aucun copain qui vient chez toi. Quand il a dit ça, je vous avoue, Maïmouna, que ça m'a fait tiquer et ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit, comment se fait-il que celui-ci, il est nouveau et déjà, il sait que je n'ai personne. Parce qu'effectivement, quels que soient les cieux où on vit, hein, être une femme célibataire qui vit seule, ça peut être dangereux. Mais il faut savoir vraiment prendre les précautions nécessaires parce que ce jeune homme, dès qu'il m'a sorti ça, j'ai pris mes distances en même temps. Et il me dit, oh, mais tu sais, comme tu viens de l'Afrique, on m'a dit que les Africaines, elles savent bien faire la cuisine et tout. Ben, j'espère qu'un jour, tu vas m'inviter à manger et tout. I was like, you know what, I gotta go. J'ai coupé la conversation. Mais je vous avoue, Maïmouna, quand je suis rentrée dans la voiture, j'ai pleuré. J'ai pleuré et j'ai fait une prière pendant que je conduisais. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. J'ai pris la décision moi-même de rester célibataire il y a quelques années. Et c'était une décision personnelle parce que je ne voulais plus les histoires de copains, copines et autres. Et je me suis dit, je préfère attendre que Dieu amène l'homme qu'il a créé pour moi. Ça a pris 9 bonnes années. 9 années où j'ai été très incomprise dans la société. 9 années où j'ai eu à entendre certaines de remarques qui m'ont choquée. Du genre, tu prends de l'âge, mais écoute, si tu n'arrives pas à trouver un mari, trouve quelqu'un et fais un enfant. On m'a sorti tout ça. C'est fréquent, ça. Et c'est des nuits et des nuits de pleurs que j'ai fait parce que je partais devant Dieu en prière pour dire, je ne comprends pas, Seigneur. J'ai fait ce vœu que je ne veux plus être avec quelqu'un, je ne veux plus rentrer dans le péché et tout, je veux me consacrer jusqu'au mariage. Et voilà maintenant un inconnu qui me juge, qui trouve que je ne suis pas normale parce que je n'ai pas d'homme qui vient chez moi. Je voulais vraiment en fait que nous parlons de ça pour que la société comprenne que des fois, elle peut pousser une personne à faire des choses qui ne sont pas bien à la fin. Parce qu'il faut vraiment être fort de caractère hein, pour pouvoir faire face à ces remarques, à des propos vraiment désobligeants parfois. Nous allons continuer la discussion. Là, nous avons parlé justement du côté familial. Parlons un peu du milieu professionnel, Maïmouna.
où la pression s'exprime de diverses manières. Parfois, où on te dit, arrête de prendre des taxis. Il faut prendre le transport en commun pour que les gens te voient. Ou bien, vous qui êtes célibataire et quittez le bureau à des heures tardives, je me demande comment vous allez rencontrer des hommes. Vous n'avez pas le temps de faire des rencontres. Il y a aussi des remarques du genre, il faut parfois te maquiller, le make-up attire les hommes. Maïmouna, au vu de tout ceci, pensez-vous que le célibat pose plus problème aux autres qu'aux célibataires même? Déjà, dans le milieu professionnel, on entend énormément de choses. Quand est-ce que tu te maries? Ah, le jour de ton mariage, tout ce qu'on va faire. Mais pourquoi tu n'acceptes pas quelqu'un? Qu'est-ce que tu attends? Il y a tellement de personnes comment dire, qui doivent vouloir être avec toi. Mais ce que je trouve dommage, alors moi, je ne vis pas vraiment cette situation. J'ai commencé à travailler depuis très longtemps. Et j'ai toujours eu des postes de responsabilité, ce qui fait que il y a une certaine relation où les gens se retiennent un peu. Mais ce que je trouve dommage, c'est la relation non seulement avec les partenaires, les prestataires, toutes les personnes avec lesquelles on interagit. Et on a parfois l'impression qu'on a moins de respect parce qu'on est célibataire. Quand on te pose la question, est-ce que tu es marié? Et la réponse est non. On a l'impression qu'on peut se permettre certains propos, qu'on peut se permettre certaines allusions, qu'on peut se permettre de t'inviter malgré les relations professionnelles qui vous lient et toutes ces questions-là, juste parce que la personne est célibataire, surtout lorsque c'est une femme. Même parfois qu'on peut se permettre de remettre en question ton salaire. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? On peut se permettre de t'appeler à n'importe quelle heure. Mais tu ne peux pas m'appeler à cette heure. Si, parce qu'il n'y a pas un monsieur qui va se plaindre de ça. Donc, je trouve que c'est vraiment désobligeant et heureusement, nous avons de plus en plus de femmes fortes qui arrivent à mettre les choses en ordre. On est vraiment des collègues, on échange, on est gentil, tout est sympathique, mais il faut vraiment que le reste toi et que la personne reste la plus respectueuse possible envers toi, envers ton intimité et tout. Il y en a même qui se permettent de dire, ah, j'ai vu, il y a un véhicule qui est venu chercher, c'était qui? C'est le nouveau chéri. Est-ce qu'il y a un mariage qui s'ensuit? Monsieur, je suis désolée, ça ne vous regarde pas. Donc, il y a cette même situation, cette même pression, c'est un peu partout dans la société. Alors, est-ce que cela est plus un problème pour l'entourage que pour les célibataires? Je pense que les gens ont leur idéal et ont leur parfait modèle social et ont des normes et veulent que tout le monde réponde à ça. Tout le monde doit répondre à ça, tout le monde, parce que la femme parfaite pour nous dans notre société, c'est la femme qui est mariée, qui a des enfants, qui a un petit boulot et qui peut aller au travail, revenir s'occuper de sa famille, de ses enfants et tout. C'est un modèle. Et il faut accepter le fait qu'il puisse avoir d'autres modèles à côté qui ne répondent pas forcément à cela. Et moi, je dis toujours, que cela soit une réalité ou que cela soit un choix personnel de la personne, ça mérite du respect. Que la personne décide de ne pas se marier, d'être célibataire, de ne pas avoir d'enfant, que la personne ne puisse pas avoir d'enfant, que la personne, malgré qu'elle le souhaite vraiment, ne s'est toujours pas mariée, elle reste une personne entière qui mérite le respect et la considération. Moi, ça, c'est très, très, très important. Alors, parfois, on pourrait être amené à penser que la famille a plus de problèmes. Parce que déjà, depuis 16 ans, on commence à acheter des ustensiles de cuisine tous les jours pour constituer ton trousseau de mariage. Et on te rappelle chaque fois qu'il faut que tu te maries. Et d'ailleurs, on te dit, il faut que tu te laves avant crépuscule. Donc, il faut que tu te laves et que tu t'habilles bien avant qu'il ne fasse nuit. Mais la vraie raison, c'est pas qu'il y a des génies dans le village qui vont te manger. C'est juste pour que tu puisses être présentable
à la période où les hommes sont dans les rues et qu'on puisse te voir et quelqu'un veuille bien t'épouser, te compléter, comme on le dit dans nos sociétés. Donc oui, il y a toute une organisation, il y a toute une dynamique qui est censée aboutir à ça. Et c'est un objectif atteint pour les parents, pour la maman. C'est une réalisation faite. Et quand ça n'arrive pas, elle a l'impression qu'elle n'a pas tout bien fait. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui a manqué. Et cette culpabilité existe aussi. Les mamans ressentent ça, les parents ressentent ça. Et malheureusement, dans certaines familles, ça se répercute sur la personne en question. Et tu n'as même pas envie de rentrer à la maison. Tu n'as même pas envie de manger parce que tu manges toute cette quantité. Quand est-ce que tu vas partir chez ton mari? Oh my God. Et il y a toutes ces réactions qui sont là. Et encore une fois, je le dis, parfois on a l'impression que le célibat pèse plus sur notre entourage que sur tes propres épaules. Parce que parfois, par exemple, je donne un exemple. Parfois, tu es tellement occupé que tu ne penses pas forcément au célibat. Alors, il t'arrive de te dire, oh, je me sens seule, j'aimerais bien partager mon quotidien avec quelqu'un. Ça, c'est une réalité. Mais tu es dans des projets, tu es dans des entreprises et tu te lèves le matin avec l'idée de quelles sont les actions que je vais poser aujourd'hui pour avoir des bénéfices. Donc, tu es dans les activités, tu es dans tellement de choses que parfois tu ne penses pas à ça et il faut que quelqu'un te rappelle justement que toi, tu es en train de courir partout, partout, partout. Tu dois te marier, hein? Donc il faut te poser à un moment pour qu'un homme puisse te voir. Et c'est très, très dommage et j'espère qu'il y a des parents qui vont entendre là tout de suite ce que je vais dire. Mais vos enfants ont besoin parfois que vous leur demandiez comment tu vas? Toi, ta vie, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es épanoui? Où vont tes entreprises? As-tu besoin d'aide? Vos enfants ont besoin de ça parfois. Et ça peut ajouter 10 ans à leur vie que l'accusation. Mais quand est-ce que tu vas enfin nous donner un gendre? Donc, j'espère que les chers parents, vous entendez ça. C'est vraiment profond, Maimouna, parce que, comme vous l'avez dit, hein, ils pensent bien faire, mais à la longue, ça devient une plaie qui crée dans le cœur de la personne. Et à chaque fois que cette parole est prononcée, ça réouvre la plaie qui n'arrive pas à guérir. Et ceci nous amène à la deuxième section qui est justement les épouses sans enfants. La pression familiale et sociale n'est pas un fardeau typique uniquement aux célibataires en Afrique. Elle est aussi le lot de beaucoup d'épouses sans enfants. Beaucoup de ces épouses font quotidiennement face à des questions ou des réflexions auxquelles elles ne peuvent échapper, comme toujours pas d'enfants ou quand est-ce que tu vas te décider à accoucher? Maimouna, votre avis sur ces comportements qui sembleraient que tous se donnent le droit d'interroger une épouse sans enfant sur sa vie privée. Quel est votre avis sur ces comportements? Merci beaucoup, Djenebou. Moi, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas vraiment vécu personnellement ces expériences, mais je vais en parler parce que j'ai eu tellement de retours de jeunes femmes du Mali et de la sous-région ouest africaine lorsque je faisais la campagne sur le syndrome des ovaires polykystiques, qui est l'une des causes d'infertilité chez les femmes. Les gens demandent ça toujours à des femmes qui ne sont pas… Déjà, quand tu n'es pas mariée, on t'incite à trouver quelqu'un pour faire un enfant. Donc, je vais dire à trouver un donneur. Ça va choquer tout le monde parce qu'en Afrique, c'est très, très mal vu. Mais c'est ce que vous demandez aux gens lorsque vous dites « Ah, cherche-toi juste quelqu'un et fais ton enfant. » C'est un donneur. Et au-delà de ça, il y a des jeunes femmes qui sont mariées. J'ai dit, il y a des gens qui ne veulent juste pas d'enfants. Et c'est pas parce qu'on peut faire des enfants qu'on est obligé d'en faire. Si la personne décide de ne pas en faire, c'est son choix, c'est sa vie, c'est sa décision. Et je ne pense pas que nous ayons, que nous soyons des greffiers de Dieu pour aller rappeler à cette personne, pourquoi tu ne fais pas d'enfant, pourquoi tu ne fais pas d'enfant? À côté de ces personnes-là, il y a d'autres personnes qui souhaitent de tout leur cœur avoir un enfant, qui font des traitements et qui font des fausses couches à répétition. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, il faut respecter ces périodes-là pour les femmes parce que c'est un deuil.
Même si vous ne considérez pas ça comme une perte, c'est une perte. Elle a perdu son enfant. Et il faut respecter cette période pour la personne. Et malheureusement, ce qu'on voit dans nos sociétés, c'est qu'on ne considère pas cela. Et tout le monde se donne le droit de te suggérer un médicament, une plante, de te dire, il faut que tu le fasses maintenant. Il y a la pression de la belle famille. Parfois, il y a la pression du mari de prendre une deuxième femme, ou la belle famille qui incite le mari à prendre une deuxième femme parce que tu ne fais pas d'enfant, alors que ça ne dépend pas de toi. Et je connais ces jeunes femmes qui se font piquer régulièrement, qui prennent des hormones, qui cherchent par tous les moyens de faire des enfants. Déjà, se faire piquer, prendre des hormones, ça veut dire qu'on est tout le temps en trouble émotionnel. Et vous en rajoutez en rappelant à cette personne régulièrement le projet que tu veux mettre en place depuis tant de temps, eh ben, tu es nul, tu n'arrives pas à le faire. Yeah. Et c'est vraiment quelque chose de douloureux. Tu dis à une jeune femme qui vient de faire une fausse couche, mais quand est-ce que tu vas nous donner des petits-enfants? Quand est-ce que tu vas faire un enfant? La traiter d'oiseau, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend ici. Et c'est même mieux d'écouter les accusations, les méchancetés, parce que je considère que ce sont des méchancetés, d'écouter des méchancetés, sourire et partir que de dire à certaines personnes, oh non, tu sais, je perds des bébés, j'en ai perdu comme 3 déjà, mais on essaie vraiment de toute notre force. La réaction de certaines personnes est tellement, tellement horrible, affreuse. C'est, ah, mais toi, tu es une sorcière qui mange elle-même tous ses bébés. Et je trouve que c'est vraiment affligeant. C'est vraiment affligeant. Ces personnes vivent déjà des parcours exceptionnels. Ce sont des personnes tellement fortes de passer leur quotidien à vouloir faire un enfant, à chercher des moyens pour en faire. Et si vous voulez leur rajouter une pression supplémentaire, le fait qu'elles n'arrivent pas naturellement à tomber enceinte, ça, c'est vraiment horrible. Parce que beaucoup pensent qu'elles sont moins femmes que d'autres qui sont en train de faire des femmes et tout. Et nous devons être un soutien. Nous devons être là pour pouvoir soutenir ces personnes et non être des langues vraiment affreuses. Et il y a aussi ces femmes qui vivent dans nos sociétés et qui n'ont jamais eu d'enfants et qui sont indexées et à qui on dit tellement de choses blessantes et tout. Et moi, j'ai pour habitude de dire à beaucoup de gens, ce n'est pas parce que tu n'as pas procréé que tu n'es pas maman. Parce que je connais beaucoup de ces femmes qui ont pu prendre soin des enfants, des membres de leur famille, qui ont pu éduquer des enfants, qui les ont aimés et qui en ont pris soin régulièrement. Et à chaque fête des mères, je prends le temps de leur témoigner de l'amour et leur dire, tu es une maman et j'aimerais te dire bonne fête des mères parce que je te considère comme ma maman puisque tu joues ce rôle pour moi dans cette vie. Et je pense que c'est important. Yeah. This is deep. Parce que vous avez dit tellement de choses et ça touche mon histoire personnelle. Hein. Je vais parler de... Avant que je donne plus de détails sur ça, je voudrais d'abord que nous parlons de ces personnes qui passent de la simple demande à l'audace de partager leurs opinions et leurs jugements. Lorsqu'une, par exemple, une femme sans enfant répond à ces individus qu'elle n'a pas encore d'enfant, ils deviennent insistants. Qu'attends-tu? Moi, j'en ai déjà X nombre. Là, clairement, on sort du registre de la simple demande de blâmer carrément cette situation sur ces épouses sans enfants. Que pensez-vous, Maïmouna, de ces remarques désobligeantes et de ces reproches? Je pense que on n'est pas plus, et je le dis souvent, par exemple, une femme qui a 8 enfants n'est pas plus méritante que celle qui essaye d'avoir un enfant et qui n'a pas eu d'enfant. Parce que je ne pense pas que cela dépende de notre courage, de notre bravoure, ou que ce soit quelque chose qui est sous notre contrôle. Et donc, pour moi, c'est une marque de, j'ai dit que c'était méchant, d'ignorance
et de manque d'humilité que de dire à quelqu'un, mais on s'est mariés la même année. Je suis à 4 enfants et toi, tu n'as encore pas eu d'enfants. Et je me dis parfois, est-ce que ces personnes arrivent à se demander si elles se sont donné les enfants elles-mêmes? Est-ce qu'elles arrivent à avoir l'humilité de se dire, OK, ça, c'est un projet que Dieu a accompagné, c'était pas moi. Je pense aussi que dans nos sociétés, parfois, on n'approfondit pas les analyses. Alors déjà, c'est trop grand pour nous que de penser que quelqu'un ne veut pas d'enfant du tout. Donc, on va même pas parler de ça. Mais est-ce qu'on se dit parfois que telle personne n'a pas d'enfant parce qu'elle n'y arrive pas, parce qu'elle n'a pas le contrôle sur ça, parce qu'elle n'a pas le contrôle sur son corps? Moi, je connais des jeunes femmes qui sont en train de traiter des maladies endocriniennes et qui sont mariées depuis un moment et qui subissent tellement, mais tellement de pression de leur belle famille, des gens qui les entourent, des amis, qu'elles sont en train de travailler, épargner de l'argent uniquement pour aller essayer de faire la procréation médicalement assistée. Et parfois, je pose la question, je dis, est-ce que tu veux vraiment un enfant pour toi? Parce que tu veux un enfant pour faire quelque chose à ton entourage? Est-ce que tu veux faire un enfant juste pour mettre à ta belle famille et leur demander la paix dans ton foyer? Pourquoi tu veux un enfant finalement? Et je pense très sincèrement que, et je le dis assez souvent, qu'il y a différentes façons d'être maman. On ne peut peut-être pas parfois, parce qu'on a des problèmes, procréer, faire un enfant. Mais on a cette possibilité d'adopter d'autres enfants qui ont besoin d'amour, de leur en donner et d'en recevoir aussi pour se construire une belle vie. Et bien que cela soit mal vu par notre société, je pense qu'il y a des moyens comme ça que les jeunes femmes peuvent explorer. Et encore là, cette même société vient avec son doigt t'indexer, t'accuser pour te dire que tu n'as pas su mettre un enfant au monde. Et ça ne choque personne, par exemple, que les orphelinats soient remplis d'enfants qui manquent d'hygiène, qui manquent d'alimentation, qui manquent d'amour, mais ça les choque que des femmes extraordinaires, que des parents extraordinaires veuillent les prendre pour en prendre soin. Et je pense qu'il y a vraiment un paradoxe dans notre société. Mais je pense que dans tous les cas, les gens devraient réfléchir plusieurs fois avant de se mettre en face d'une femme qui vit déjà la douloureuse épreuve de pouvoir tomber enceinte et s'inquiéter à chaque mois qu'elle doit avoir ses menstrues, dire des choses méchantes pour se vanter de quelque chose qu'on n'a pas eu en travaillant, pour se vanter de quelque chose qu'on n'a pas acheté. Je pense que les gens devraient vraiment réfléchir plusieurs fois et avoir assez d'humilité. Yeah. Ceci nous amène à au deuxième segment de notre talk show qui sont les conséquences. Parce que comme je l'ai dit, toute cette pression, ce jugement accusateur et injuste a des conséquences sur les célibataires et aussi sur les épouses sans enfants. Je vais d'abord commencer avec le cas des épouses sans enfants, où nous observons 3 formes de jugement avec des conséquences différentes. Le premier cas, où nous voyons en fait un retard dans l'arrivée des enfants. Et ici, je vais donner mon propre témoignage. Comme je vous l'ai dit, je me suis mariée à 37 ans, très tard. Et bien évidemment, j'ai toujours voulu avoir mes enfants très, très tôt d'ailleurs. Mon dream de réussite était en fait que je me marie à 20 ans, 21 ans, mais en même temps aussi que professionnellement, je devienne accomplie et que je puisse avoir mes enfants à partir de 22, 23 ans. Donc, vous voyez qu'il y a un très grand décalage entre 22, 23 ans et 37 ans, où déjà je ne suis pas encore mariée. Finalement, je me marie et je me dis, bon, OK, maintenant,
je vais pouvoir tenir mon petit bout de chou dans les mains, ne sachant pas que c'était maintenant une autre traversée du désert qui m'attendait. Et comme vous l'avez dit, il y a un phénomène que les gens ne considèrent pas, qui est le fait des femmes qui font les fausses couches. Les femmes qui perdent leur bébé pendant la grossesse. La société, même ici aux États-Unis et en Europe, les gens ont tendance à ne pas considérer cela comme un enfant parce que ça ne s'est pas matérialisé. Et ça fait qu'une femme qui traverse ça, et dans mon contexte, j'ai perdu 4 bébés comme ça. 3 grossesses, 4 bébés. Et le 4e bébé, ce jour-là, à l'hôpital où j'étais couchée, que les docteurs et les nurses me disaient, "We are sorry, ma'am, you are losing the baby again." Une phrase que j'ai entendue et entendue et entendue. "Nous sommes désolés, madame, la grossesse n'est pas en train de rester, donc vous êtes en train de faire une fausse couche." Une phrase où cette nuit-là, si j'avais un couteau ou un fusil, je me serais suicidée à cause de la douleur. Et de voir que la société ne considère pas cela et pense simplement à te dire, mais quand est-ce que tu vas faire des enfants? Mais moi, j'en ai déjà 3 ou 4 ou 10. Considérez que ces femmes auxquelles vous dites ceci, vous les tuez encore. Parce que cette douleur de la perte de ces bébés, elle reste toujours dans le cœur d'une maman. Où tu te dis toujours, tu imagines toujours à chaque année l'âge que ce bébé aurait eu, comment est-ce que cet enfant aurait ressemblé et tout. C'est des douleurs qui sont là. Et il y a aussi la deuxième section qui est l'infertilité de la femme versus l'infertilité du mari, où nous voyons 2 poids accusateurs, 2 mesures injustes. Je vais lire le cas de Badara du Sénégal, 7 ans de mariage sans enfant avant de divorcer. Badara est un Sénégalais qui a une expérience particulière avec la pression sociale. Mais pour lui, c'est l'absence d'enfants dans son couple après 7 ans de mariage qui lui a valu d'entendre toutes sortes de commentaires désobligeants, mettant en cause sa capacité à procréer. J'ai fait 7 ans de mariage sans enfant avant de divorcer. Durant toute cette période, on entendait du tout au point que mon ex ne voulait plus aller au baptême. C'était devenu un problème aux yeux de la famille et une fois, un proche parent est venu me rapporter que mon épouse était stérile. Maïmouna, ici, on voit que la pression sociétale a poussé le mari Badara à divorcer, alors que la femme, dans bien des cas, serait restée si son mari était stérile. Là, maintenant, je vais parler à la femme de droit ici. En tant que juriste, quel verdict rendriez-vous pour une injustice fondée sur le sexe? Parce qu'en fait, c'est ce que nous voyons. Dans nos sociétés, quand l'infertilité vient du mari, la femme supporte, la femme couvre, pendant que la société même l'accuse. Beaucoup ne diront pas que la faute vient du mari. Elles se taisent. Il y a effectivement des cas où finalement la femme arrive à aller dehors et à faire les grossesses et elle amène ça dans le foyer et personne ne parle. Mais ici, je parle en fait du fait que si le mari est infertile, il y a un poids, 2 mesures ici. Mais quand c'est la femme qui est infertile, l'homme soit divorce, soit prendre une deuxième femme. Votre avis en tant que juriste? OK. Alors, déjà, je pense qu'il y a une inégalité sociale. Et le fait de penser que les femmes restent, lorsque même l'infertilité vient de l'homme, ce n'est pas par envie, par désir qu'elles restent, mais c'est parce que la société attend ça d'elles. On attend d'elles qu'elles restent et qu'elles renoncent, par exemple, à la désir de pouvoir être mère un jour. Par contre,
l'homme, on attend de lui qu'il fasse ses héritiers. Donc, on lui permet de prendre une seconde épouse, permet de divorcer, ça, et d'aller se marier avec une personne. Et s'il ne le faisait pas, la femme elle-même se sentira coupable de ça. Parce que c'est comme ça qu'on a construit les rôles. Et je trouve que c'est une inégalité, c'est une injustice sociale et que les femmes, malheureusement, subissent ça. Alors, quand je dis les femmes, malheureusement, subissent ça, ça ne veut pas dire que, comment dire, que je suis en train de dire que ce sont les hommes qui devraient le subir. Je pense juste qu'on devrait laisser l'attitude de prendre les décisions, la liberté à la femme de décider de rester dans un foyer où elle ne pourra pas faire grand, de partir là où elle peut en faire, et aussi la latitude au mari. Malheureusement, c'est une injustice qui va plus du côté rien n'oblige, il n'y a pas de texte qui oblige l'homme à divorcer ou la femme à divorcer. Et là, il s'agit vraiment de pression sociale, de construits sociaux qui vont déstabiliser, fragiliser des foyers. Et il y a aussi le fait que dans plusieurs cas, c'est l'homme qui peut être infertile, mais on ne le saura pas. On ne le saura pas parce qu'il refuse de faire des analyses. Et pour les milieux ruraux les plus éloignés des centres urbains, on n'a pas, par exemple, la possibilité de faire certaines analyses médicales. La première fautive, c'est tout de suite la femme. C'est toi qui n'arrives pas à faire de bébé. Donc, c'est à toi de boire toutes les tisanes, de manger toutes sortes de choses, de suivre tous les processus thérapeutiques pour pouvoir procréer alors que ça vient du mari. Et lorsqu'on est au courant, on attend, on te le demande. C'est pas juste une attente, ça se matérialise à la mesure où tu dis, il faut que tu couvres ton mari. Couvre ton mari, reste. Et je pense, encore une fois, que c'est vraiment une injustice sociale. Revenons un peu maintenant aux conséquences par rapport aux célibataires, où certains célibataires, pour échapper à la pression, baissent leurs standards et se retrouvent ensuite dans un mariage désastreux. Maimouna, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner un ou deux témoignages de certains de vos amis, parce que je suis sûre que vous en connaissez, qui ont malheureusement vécu cela? La dernière fois sur Facebook, je partageais l'expérience de quelqu'un qui, pour moi, est comme une grande sœur de quartier. Et lorsque j'étais adolescente, c'était un modèle pour moi. Et je lisais ces romans que je trouvais derrière elle. Et je l'affectionnais énormément parce que pour moi, c'était un modèle de culture, d'élégance. C'était une jeune femme brave qui étudiait, qui partait à l'internat, qui revenait les week-ends pour s'occuper de sa famille, une jeune femme qui cuisinait divinement bien et qui partageait les recettes avec nous. Et lorsque j'étais au lycée, c'est également une jeune femme qui est allée vivre seule chez elle. Elle avait un emploi, une voiture, et moi, j'y allais chez elle les week-ends et tout ça. Puis, je partageais l'expérience de l'avoir vue récemment, vraiment avec une mine qui n'était pas bonne. Et ça m'a choquée. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Elle a juste répondu, mauvais mariage. Déjà, quand elle s'est mariée, j'avais énormément de questions pour ses amis, pour sa famille. Pourquoi doit-elle se marier avec une personne qui, normalement, ne l'aurait jamais abordée dans des situations, dans un contexte normal? Alors, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous sûr qu'elle peut supporter ce mariage, elle, avec un niveau si élevé et lui qui n'est presque pas instruit, il ne voit pas les choses de la même manière, ils n'ont pas la même perception, pas la même éducation, et qui veut l'amener dans une grande famille, dans des rapports. Est-ce qu'on a vraiment réfléchi à ça? Et puis, à l'époque, elle avait répondu, je me marie.
c'est ce qu'on attend de moi et la pression se fait. Elle s'est mariée aujourd'hui, elle ne va pas du tout bien. Et lorsque je l'ai vue, elle était dans vraiment une situation bizarre et je lui ai demandé, mais au lieu de rester dans cette situation, d'aller dans une chambre où tu vis avec ton enfant, ton mari, pourquoi tu ne vas pas chez toi? Parce que je sais qu'à l'époque, elle avait construit sa maison et elle a dit, oh, mon mari a dit que lui, il ne va pas vivre chez une femme, donc il va vivre à la maison. Et finalement, c'est ma tante que je loue la maison et je vis en location dans une chambre avec mon mari et mon enfant. J'ai trouvé ça vraiment. J'ai dit, c'est important de ne pas baisser les standards. Ce n'est pas qu'on discrimine ou on marginalise personne. Ce n'est pas une question de revenu ou moyen, mais c'est une question de est-ce que vous vous comprenez? Est-ce que vous avez des expériences? Est-ce que en te mariant à cette personne, tu vas apporter à sa vie, améliorer ses conditions, ou est-ce que cette personne va t'enlever ton bien-être? Parce que je ne pense pas que ce soit le sens de la vie que de se marier pour que toutes ces sources d'épanouissement puissent disparaître au profit d'une vie misérable parce qu'il y a quelqu'un qui est trop orgueilleux pour comprendre que vous avez des alternatives. Et j'ai trouvé ça vraiment triste. Donc, je disais sur mon... S'il vous plaît, ne baissez pas les standards. S'il vous plaît, ne pensez pas qu'un homme va vous... Si vous n'êtes pas entière, vous ne pouvez rien apporter dans un foyer. Vous serez éternellement incomplète parce que votre entièreté ne dépend pas d'une personne, ça dépend de la personne que vous avez construite. Un autre exemple que j'ai vu dans ça, c'est aussi une jeune femme que je suivais sur les réseaux sociaux et que je trouvais brillante, entreprenante et j'adorais regarder tout ce qu'elle faisait. C'était waouh, impressionnant. Je me dis, ah, c'est tellement, tellement bien. Et dans 10 ans, les Maliennes vont avoir une autre image. Et ce pouvoir économique que nous allons obtenir va vraiment peser et améliorer les relations sociales. Et du jour au lendemain, j'ai vu qu'elle s'était mariée et c'était waouh, bravo, c'est bien. Elle est en train de tout construire. Elle n'est pas obligée de choisir entre l'entrepreneuriat, le mariage et tout. Et puis, quand j'ai vu le mari, j'ai dit, oh, mais je connais. Celui-là, c'est quelqu'un sur Facebook qui fatigue tout le monde parce qu'il est très misogyne. Alors, comment ça va se passer? Et je trouve vraiment triste, énormément triste de voir que cette jeune femme perd son entreprise parce qu'elle n'est plus très épanouie comme avant, ne travaille plus comme avant, n'arrive pas à suivre le rythme et cette belle dynamique qu'elle avait amorcée. Et je trouve que ça, c'est vraiment triste. Je pense que le mariage peut justement être un moyen de renforcer ses initiatives, de renforcer sa vie et que épouser une jeune femme, va dire briser son potentiel. Nous sommes presque à la fin de notre talk show d'aujourd'hui qui, je vous le rappelle, la thématique est femmes célibataires ou épouses sans enfants, dit non au jugement accusateur et injuste dans nos sociétés africaines. Maïmouna, votre mot de la fin, quel est votre conseil à la famille et à la société qui, selon les mots d'un de vos amis, justement, voit dans les célibataires des instruments de projets familiaux et de société et non des personnes, pour reprendre le mot d'un de vos amis? Exact. Si je devais donner des mots de la fin, je l'adresserais aux parents parce que je pense que lorsque les parents comprennent, soutiennent, l'entourage suit cette dynamique. Et je pense que les jeunes femmes et les jeunes hommes sont des êtres humains à part entière et que nous pouvons vouloir le meilleur pour son enfant. Ça, c'est une obligation. Tous les enfants veulent le meilleur pour son enfant.
Et je pense qu'il est important de ne pas penser que le meilleur, c'est seulement le modèle que vous connaissez. De ne pas limiter vos enfants à des projets sociaux, comme on le disait, appeler à se marier et à reproduire le modèle social que vous voulez. Je pense qu'il est important d'être à l'écoute, d'être ouvert à ce que les enfants veulent pour eux, à ce que les enfants souhaitent, pas les enfants. Moi, je ne suis plus une enfant, mais bon, à ce que nous souhaitons et que nos parents puissent nous accompagner dans ce sens-là. Je pense aussi et surtout qu'il est important que les parents et la famille et la société éduquent les personnes, hommes et femmes, en leur inculquant le fait que ce sont des êtres humains à part entière. Que toi, tu es une personne humaine entière. Ce n'est pas un homme qui viendra te compléter. Ce n'est pas une femme qui viendra te compléter. Ce sont deux êtres humains entiers qui se regroupent et qui construisent quelque chose de grand. Mais si tu penses que tu n'es pas complète et que tu viens chercher un complément ou que quelqu'un va venir se greffer à toi, il y a de fortes chances que tu ne puisses rien apporter dans ce foyer que tu as pourtant tant voulu. Il est important que nous puissions être individuellement. Il est important que nous puissions construire nos personnes, nos personnalités, nos rêves, que nous ayons notre potentiel et après que nous puissions rencontrer des personnes avec qui nous allons conjuguer ces merveilleuses choses que nous avons, offrir des merveilles, des choses beaucoup plus grandes aux communautés, aux familles, aux sociétés. Ça ne sert à rien de frustrer les gens et que les mariages se fassent comme ça et que nous ayons encore et encore des couples frustrés qui vont au restaurant et qui n'arrivent pas à se regarder tout le temps. C'est tellement triste. Alors, je pense qu'il n'y a pas un seul modèle, que la société peut être ouverte à ça et que la société peut considérer les gens comme des êtres humains qui méritent respect et considération, quelle que soit leur situation matrimoniale, et que ces personnes aient des enfants. Wow! Un débat profond, mais un débat nécessaire. Une discussion choquante, mais une discussion nécessaire. Et au vu de ce que moi-même j'ai vécu en tant que célibataire qui s'est marié très tard, au vu de ce que j'ai vécu en tant que femme mariée sans enfant pendant plusieurs années, je me rappelle que quand j'étais célibataire et que les remarques devenaient tellement désobligeantes, il m'est arrivé de donner cette réponse. Je vais m'abaisser et puis ramasser le mari à la cuillère. Aujourd'hui, par rapport à ma situation où j'ai perdu 4 bébés et Dieu m'a donné la grâce d'avoir un petit garçon miracle, et maintenant, c'est les pressions du genre, mais quand est-ce que tu vas lui faire un petit frère ou une petite sœur? Ma réponse, je vais aller au supermarché pour en acheter. Et c'est pour cela que j'ai tenu à écrire un poème dédié en l'honneur des femmes célibataires et des épouses sans enfants. Le titre du poème, un mari ne se ramasse pas à la cuillère, un bébé ne se vend pas au supermarché. Je me suis longtemps tue. J'avais peur de ton camp, dira-t-on. Cher jugement accusateur, cher jugement injuste dans nos sociétés africaines. Pendant longtemps, j'ai vécu par rapport à ton regard de la société qui nous juge et qui se moque de nous. Nous les célibataires, nous les épouses sans enfants. Mais aujourd'hui, je ne me tairai plus. Car le but n'est pas d'être marié, mais d'être marié à la bonne personne. Le but n'est pas d'orner son annulaire d'une alliance, mais de la garder jusqu'à la fin de sa vie. On ne se presse pas de se marier pour attraper son horloge biologique. On ne se marie pas parce qu'on a 33 ans. On ne se marie pas parce qu'on a une activité lucrative qui permet de subvenir aux besoins financiers. Des heures passées à élaborer des projets avec l'élu de ma vie. Affronter ensemble les hauts et les bas du mariage. Avoir l'être tant aimé pour combler le silence de longues nuits de célibat. Tels sont mes souhaits en tant que célibataire. Alors, rappelle-toi de cela, société africaine, avant de me donner un jugement injuste et accusateur.
cris de bébé me réveillant tard dans la nuit, le plaisir extrême d'être appelé maman ou papa, telles sont mes prières les plus ardentes. Alors, rappelle-toi de cela, société africaine, avant de me donner un jugement injuste et accusateur. Un mari ne se ramasse pas à la cuillère, un bébé ne se vend pas au supermarché. Chers précieux hommes de valeur, chères précieuses femmes de valeur, nous sommes à la fin de notre talk show d'aujourd'hui et nous espérons que ce débat a été juste une porte ouverte à plus de discussions, à plus de réflexion, mais surtout à plus de sensibilité, à plus d'humanité. Lorsque chacun de nous se retrouve devant un ou une célibataire, lorsque chacun de nous se retrouve devant un ou une femme mariée sans enfant, d'apprendre d'abord à faire une pause, à tourner notre langue dans la bouche cette fois. Et si nous n'avons rien de bon à dire, si nous n'avons pas de paroles bienveillantes à sortir, alors que nous nous taisons. Chères précieuses femmes de valeur, Maïmouna, nous tenons vraiment à vous dire merci pour votre disponibilité. Et nous savons que, comme vous l'avez dit, la vie, c'est des hauts et des bas. La vie, c'est le sourire et des moments aussi de tristesse. La vie aussi, ça peut se faire avec un mari ou une femme, avec un ou des enfants, ou même avec des enfants qu'on adopte. Et c'est le souhait vraiment que nous avons pour vous, l'ONG Leadership Excellence pour vous par femme et pour femmes. Et nous savons que the sky is the limit for you. Vous êtes un exemple pour beaucoup de jeunes dames, même pour beaucoup de jeunes célibataires hommes. Et notre prière est que vous ne baisserez pas votre standard pour la société. Vous resterez vous-même cette femme dynamique, cette femme leader, cette femme qui croit en l'humanité et qui se bat tous les jours. Nous tenons à vous dire merci encore pour votre disponibilité et passez une très bonne fête des mamans. Merci beaucoup. Merci et bonne fête des mères. Merci encore et bonne fête des mères à tout le monde, les mamans, les papas, les tontons, les oncles, tout le monde. Merci encore d'être resté avec nous jusqu'à la fin.